De toute façon, on va pouvoir recouper, hein, même si ça part live. Je vois going live. Allez, c'est parti, on est live. Bah, salut Julien, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais t'interviewer sur les sujets IA et je suis content de t'avoir aujourd'hui. Salut Euh, Lucas. L'idée, bah, c'est de pouvoir, voilà, je sais que tu es super au taquet en ce moment sur ces sujets. La dernière fois qu'on s'est croisés, tu m'as dit que tu te mettais des petits tunnels sur Claude. Donc, je suis voilà, très Mm. content de savoir un peu où tu en es là-dessus. Je te propose peut-être de te représenter très rapidement, parce que moi, je sais très bien qui tu es, mais pour les personnes qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter déjà pour Ouais, commencer? avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Julien Deremaux. J'ai 35 ans. Je suis papa de deux petits bouts de chou. Je suis entrepreneur depuis 15 ans, où j'ai monté 8 boîtes, donc 4 qui se sont complètement pété la gueule et les autres qui ont bien fonctionné. Et je suis aussi ultra trailer. J'adore courir et notamment les grandes distances comme l'UTMB, la Diagonale des Fous. Et donc du coup, bah, mon quotidien, je jongle entre ces trois activités. Et sur la partie un peu plus business, voilà, je dirige une agence qui s'appelle Pilotine. Il y a 30 collaborateurs entre Lyon et Saint-Chamond, à côté de Saint-Étienne. Et on est sur tout ce qui est conception de site internet, web marketing. On est aussi organisme de formation. Et donc, on accompagne pas mal de personnes, d'entreprises sur les sujets du digital. Au top, Julien. Mais du coup, on partage une autre passion en dehors du digital, c'est le trail en l'occurrence. Bon, on Mm. a content aussi de t'avoir pour ça, parce que voilà, c'est cool de partager tout ça. Sur l'aspect purement digital, du coup, Elia, moi, je suis content de te poser un certain nombre de questions sur l'impact que ça peut avoir à la fois sur la manière dont toi, chez Pilotine, tu gères tes projets, mais aussi peut-être comment tu vas être amené à accompagner tes clients sur ces sujets pour Mm. internaliser certains sujets autour de l'IA, marketing et peut-être plus. Je sais Mhm. que tu es membre, voire tu pilotes même la commission IA à Lyon du CJD sur ces sujets. Tu peux Exact. en parler un petit peu plus, comment tu es arrivé à bosser sur ces sujets-là? Ouais, carrément. Donc effectivement, je suis le co-animateur de la commission IA du CJD depuis 2 ans maintenant. Et en fait, dans cette commission IA, le but du jeu, c'est de défricher les différents sujets de l'intelligence artificielle et de pouvoir regarder ce qui est applicable dans les entreprises du mouvement du CJD. Donc le CJD, c'est le centre des jeunes dirigeants. Il y a 130 membres à Lyon, il y en a dans plein de grandes villes françaises. Et bah, justement, on se rend compte, donc depuis 2 ans, que de plus en plus d'entreprises essayent de s'y mettre, que de plus en plus de dirigeants essayent de s'approprier ces outils aussi pour le développement de leur activité, et que c'est pas si facile que ça. Ça a l'air d'être magique comme outil, et la conclusion que j'en ai, c'est que 90% des dirigeants sont complètement largués sur ce qui est possible de faire, pas faire. Ils sont dépassés par l'utilisation que peuvent en avoir les collaborateurs, que c'est compliqué d'accompagner les collaborateurs, qu'on peut avoir l'ambition et au final, c'est compliqué de trouver des cas d'usage, qu'il y en a qui ont dépensé plein de sous dedans et que ça ne servait à rien. Il y en a, ils ont mis zéro et du coup, ils sont à la traîne. Et que du coup, bah voilà, c'est le foutoir. Il y en a dans tous les sens, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est tellement un sujet nouveau et innovant que ça part dans tous les sens, quoi. Ok, ok, bah, carrément, bah, on va parler de tout ça et notamment toi, je sais que ton expertise initiale, notamment chez Pilotine, c'est tout ce qui tourne surtout à l'accompagnement marketing. Voilà, vous avez commencé avec des sujets beaucoup autour du site web, la prospection digitale aussi, mais plus largement d'autres sujets marketing. Du coup, là, quand tu parles de ces sujets avec les dirigeants, tu en parles plus largement que sur cette expertise-là, du coup, si je comprends bien, ou est-ce que tu accompagnes aussi maintenant des dirigeants sur d'autres sujets que juste le déploiement de l'IA au service du marketing, comment tu Ouais, as alors donc du coup, effectivement, on aborde, enfin, avec le CJD, on aborde l'ensemble des sujets. Ça va de même comment je peux m'aider de l'IA pour faire de la croissance externe, trouver des boîtes à racheter, comment je peux mieux gérer la partie financière, comment je peux le transformer en coach, comment je revois mes mails, enfin, plein de sujets. Effectivement, moi, mon expertise initiale, elle est quand même beaucoup plus sur la partie communication, marketing digital, comment trouver des clients en ligne, les convertir et faire en sorte que ça devienne des clients fidèles et de pouvoir les fidéliser sur le long terme. Bon, maintenant, je commence à avoir une expérience aussi sur l'entrepreneuriat de manière générale, vu que j'ai monté pas mal de boîtes et que ça fait 15 ans que je suis dedans. Donc, il y a aussi ces sujets-là de manière opérationnelle du quotidien du dirigeant, comment mettre en place des choses. Donc, j'accompagne aussi des entrepreneurs là-dessus, notamment avec une autre association aussi qui s'appelle le Réseau Entreprendre. Et donc, on voit que l'IA s'infuse, se diffuse de partout et elle a effectivement
pas mal d'impact positif et d'impact qu'il faut réussir à gérer aussi sur, par exemple, mon secteur d'activité qui est le marketing digital, comme le tien d'ailleurs, hein. On voit qu'il y a, il y a pas mal d'impact. Le premier que je vois, il est sur le fait que, il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont faire des trucs de dingue avec ça et donc du coup, ils se disent: Maintenant on peut le faire avec l'IA», donc du coup, ils font même plus rien. C'est-à-dire que le sujet n'avance pas. Parce qu'en lien avec, cette commission IA, c'est justement un groupe de dirigeants, donc là, cette année, on était une quinzaine, à s'être mis sur le sujet et en fait, il y a un moment, je sais pas si tu connais la courbe de Dunning-Kruger, où tu as le début, où tout le monde a l'impression d'être hyper compétent, on se dit: «Waouh, j'ai téléchargé un truc, ça marche super bien, machin», on est hyper compétent. Après, finalement, on se rend compte qu'on comprend rien et qu'on est complètement largué, donc il y a une phase de démotivation intense pour après remonter sur, quelque chose de plus, réellement utilisable. Où tu dis: «Bon, finalement, je peux pas tout faire, mais je peux faire quelques trucs qui vont vraiment m'aider au quotidien». Et sur les 2 années, on a vu ça. Première partie, tout le monde se dit: «Ouais, je vais faire 1 milliard de trucs». Après, on a vu que ceux qui allaient le plus loin, ils faisaient n'importe quoi, des images éclatées au sol, des posts LinkedIn tout pourris. Mais du coup, il y avait du volume. Par contre, ils pouvaient faire du volume. Et on voit qu'avec si on a une mauvaise stratégie à la base, avec l'IA, on va juste pouvoir faire une mauvaise stratégie, mais fois 10. Et du coup, on va aller hyper loin. Mais Et que ça les gens. ça amplifie en fait l'IA, hein. Donc si tu fais Exactement. n'importe quoi, ça amplifie n'importe quoi. Si tu fais les choses plutôt bien, tu peux aller plus vite, mais sur des choses que tu fais déjà bien, quoi, en gros, hein. C'est ça. C'est un Ouais. amplificateur de compétences, d'expertise et aussi un amplificateur de conneries pour ceux qui vont dans tous les sens. Et moi-même étant un gros opportuniste et aimant bien, tester tout ça, j'ai passé 4 mois à coder 1 milliard de trucs qui n'ont servi strictement à rien. Après du coup, ça m'a permis de voir les limites, mais honnêtement, en retour sur investissement chiffré, que dalle, zéro. Après je Et suis content, moi j'ai appris des choses, ça m'a enrichi personnellement, ça m'a aussi, tu passes près d'un burn-out, aussi, assez facilement parce qu'en fait, vu que on dit que c'est impossible de manager correctement plus de 7 personnes en direct. Sauf que quand tu rajoutes l'IA, tu te rajoutes des agents IA et en fait, tu te retrouves à manager pas 7 personnes, mais potentiellement 15, 20, 30 personnes en direct. Et du coup, c'est là où ton cerveau, il fume complètement. Et on s'est rendu compte dans la session que au bout de quelques mois, il y a un ras-le-bol de l'IA qui s'installe et une démotivation aussi avant, après, de le réutiliser intelligemment. Et on voit que pour l'utiliser intelligemment, il y a encore plein de choses qu'on va faire en cogitant et en utilisant notre expertise et qui des fois sont bien mieux faites. Et on va l'utiliser pour certaines tâches où là, il y a une vraie valeur ajoutée, quoi. OK, OK, très clair. Donc la courbe de Dunning-Kruger tu es passé par les 2-3 premières étapes là et donc tu es plutôt dans cette deuxième étape, Carrément. troisième étape de reprendre un peu de jus sur l'IA, mais de manière un peu plus en ayant digéré cette phase un peu opportuniste où tu as. Mmh. OK, très clair. Et du coup, sur la promesse de déléguer 50% de son marketing, à l'IA, in fine, c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Est-ce que si on apprend à le faire correctement, on peut tendre vers ce genre voilà, de promesses? Est-ce qu'on, in fine, même ça, c'est même en maîtrisant l'IA correctement, on est complètement très loin de ça? Comment maintenant que tu as poncé tous les cas d'usage possibles, qu'est-ce que tu Mmh. en. Alors, ce que j'en pense maintenant, c'est qu'il y a encore plein de boîtes qui vont pas s'y mettre, qui vont en fait, juste sur la partie marketing, qui ont peu d'intérêt parfois à investir, dans le marketing et potentiellement, il y a plein de boîtes ou sur des secteurs hyper de niche où ils ont, 3-4 clients, ils ont raison de pas mettre d'énergie dans le marketing de base et de pas mettre d'énergie non plus dans l'IA au service du marketing. Donc il y en a certains, ils vont rester à 0 et ça sera très bien pour eux. Il y en a d'autres, par contre, qui n'avaient pas du tout les budgets pour aller sur un marketing intéressant. Honnêtement, à l'époque, on disait, et du coup, c'est des clients qu'on n'avait pas, hein, mais on disait, de toute façon, pour mettre en place une vraie stratégie réseaux sociaux, en dessous de 2 000 € par mois, vous aurez un truc tellement pourri que ça ne vous servira à rien. Donc, c'est 2 000 €, plus le SEO, c'était au moins 3 000 4 000 €, plus ci, plus ça, plus ça. Et en fait, ça faisait à la fin un budget de 10 000 €. Et du coup, la personne disait, bon, j'ai pas les budgets, je ne fais pas. Donc, au moins, cette tranche-là, qui avait quand même quelques ambitions, aujourd'hui, pour un budget quand même de 1 000, 2 000 €, ils peuvent peut-être faire l'équivalent qu'on pouvait faire pour 10 000. Donc, j'aurais tendance à dire que ça va aider certains à mettre en place quand même certaines actions. Alors, ça ne va pas aider forcément sur la partie stratégie, sur le fait de tenir la distance. Ça ne va pas aider sur tous ces sujets-là. Par contre,
Une fois qu'on a une bonne stratégie, une fois qu'on a la bonne mode méthodo, le bon process, les bons templates, les bonnes bases, les bonnes formations, là, ça nous permet de pouvoir effectivement beaucoup plus déléguer la création. Et là, après, on passe du temps plutôt à vérifier, optimiser, enrichir, mettre en ligne et tenir la cadence. C'est ça qui va être intéressant. Donc oui, 50% du taf va être fait ou peut être fait avec l'IA, mais pour ça, il faut quand même faire les 50 autres pourcents. Et on voit que la difficulté, en tout cas le vrai challenge dans les entreprises, c'est ces 50 premiers pourcents. Donc avant, c'est juste qu'il y en a beaucoup qui faisaient rien. Maintenant, ils vont pouvoir faire quelque chose, mais ça nécessitera quand même de bien s'appliquer, d'avoir la bonne strat, de mettre en place le process, la méthodo, etc., etc. Mais par contre, on délègue quand même beaucoup plus une partie opérationnelle avant qui était extrêmement chiante, il faut se le dire, qui était le syndrome de la page blanche, en mode bon, voilà, il faut que je fasse un article de blog, mais qu'est-ce que je vais raconter un post LinkedIn, mais qu'est-ce que je vais raconter aussi. Donc, au moins, on passe ce syndrome de la page blanche, on peut le surpasser. On va pouvoir aussi rédiger plus vite, aller trouver plus d'exemples, faire sa veille plus vite. Tous les trucs, en fait, qui étaient relous pour tout le monde. Faire sa veille, lancer sa première page, optimiser et tout ça, effectivement, on peut le déléguer si et seulement si on a la bonne méthode et il y a une bonne stratégie derrière. C'est ça, OK. Oui, et du coup, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de se lancer directement, c'est comme voilà, de produire tout de suite et en fait, poser les bases, c'est le plus important, déjà savoir comment utiliser l'IA correctement, poser sa stratégie, poser, son contexte, ses objectifs, ce qu'on fait déjà et cetera et seulement si on a posé tout ça et on maîtrise tout ça, là, on peut produire des choses intéressantes qu'il C'est ça. faudra relire, ensuite et cetera. In fine, on parle aussi beaucoup d'agents IA, enfin, Mhm. sur LinkedIn, voilà, on se fait targeter aussi, sur Insta par, beaucoup de solutions autour de ces sujets. Est-ce que toi, dans le marketing, vous déployez ou vous avez déployé des choses sur, qu'on parle vraiment d'agentique, Mhm. d'agents ou globalement, pour le moment, il y a beaucoup de promesses et Mhm. on n'y est pas encore? Alors, sur ce sujet-là qui est extrêmement intéressant, c'est vrai que tout le monde parle d'agentique, tout le monde nous donne le super truc N8N make je sais pas quoi sur LinkedIn. Il suffit de mettre dans les commentaires go et puis on a un truc prêt à l'emploi qui va cartonner. Et en fait, on se rend compte, alors du coup, donc Piloting, il y a 30 personnes et on fait partie d'un groupe. On a rejoint un groupe il y a 3 ans où il y a 330 collaborateurs en tout, notamment dans les métiers des ERP, l'intégration Sage, Cegid, Pennylane, tout ça. Donc en fait, notre métier, nous, on est sur la communication digitale, mais on met aussi en place des CRM comme par exemple HubSpot ou ActiveCampaign, des choses comme ça. Donc on a des outils où il y a la donnée prospect dedans. Eux, avec le groupe qu'on a rejoint, qui s'appelle le groupe SRA, ils ont des outils avec justement aussi l'intégralité de la donnée de l'entreprise. La prod, les stocks, les RH, machin, on a toutes ces données. Et au final, avec toutes ces données, on pourrait se dire, il y a 1 milliard de cas d'usage où on peut mettre des agents dans tous les sens. Et en fait, on se rend compte que c'est quand même assez challengeant de trouver les vrais cas d'usage. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une course à trouver plutôt des cas d'usage. Créer des trucs agentiques qui servent strictement à rien, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui savent le faire. Par contre, faire des cas d'usage qui sont réellement utiles et qui ont duré plus de 6 mois aujourd'hui avec un taux de satisfaction assez élevé, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une ère où on va mettre en place plutôt des assistants. Que l'agent qui fait vraiment tout, à boire, à manger, le café, tout ça, ouais, on y croit, hein. Bon, ça arrivera, bien sûr. Mais avant d'arriver à cette étape-là, on est déjà dans l'étape de l'assistanat, de l'agent qui nous assiste, qui nous aide au quotidien sur des tâches très concrètes et opérationnelles où il y a un gros taux de répétition, où la valeur ajoutée, elle est forte, parce que s'il n'y a pas de valeur ajoutée, bon, autant pas le faire, quoi. Donc beaucoup de répétition, une valeur ajoutée assez forte, et où il y a une méthodo et un process qui est rodé. Parce que, par exemple, si tous les jours, voilà, là, j'ai une super baleine, tu vois, elle est toute mignonne, mais si tous les jours, ma baleine, je vais juste décider où est-ce que je la mets, où est-ce que c'est le plus joli, avec la température, le machin, tout ça, mais au gros, j'invente tous les jours, ça sert à rien de mettre en place un agent IA pour m'aider à positionner ma baleine. Par contre, si tous les jours, j'envoie le même mail à la même personne avec les mêmes données, ah, ça, carrément, ça, on peut mettre en place un petit POC, un prototype, où on va mettre un agent, mais c'est une tâche très, très précise. Et voilà, le mode agentique qui va révolutionner l'entreprise, remplacer 150 collaborateurs d'un coup, ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y en a certains qui ont cette ambition-là.
Et d'autres, ils vont plutôt se dire comment je crée encore plus de valeur avec tout ça. Donc, le vrai challenge aujourd'hui, il est de mettre en place des bons assistants IA. Donc, pour répondre à ta question initiale, oui, on a mis en place des assistants IA basés sur N8N, aidés par Claude, aidés de ce genre-là, par exemple, pour créer des pages sur WordPress qui sont optimisées pour le référencement et qui vont être publiées tout de suite en brouillon. Mais avant ça, il va falloir travailler sur la strat de la boîte, il va falloir travailler sur le bon prompt, il va falloir travailler sur la bonne page, parce que c'est en mettant en place l'ensemble de ce modèle-là qu'on va pouvoir, hop, après dire, je peux faire 10 pages comme je peux en faire 10 000. Effectivement, notre système fonctionne bien pour faire 10 pages ou 10 000. Pareil pour la création d'articles de blog, pareil pour la migration. On avait un problème, c'était des fois des gens venaient avec un site de 1000 pages, il fallait en refaire un, il fallait migrer toutes les pages avec le nouveau wording, le nouveau machin. Ça, c'était un peu l'enfer. Donc aujourd'hui, on est en capacité de mettre en place des assistants IA, mais à la fin, il y aura toujours un humain qui sera responsable du contenu qui a été publié. Donc on ne fait que des brouillons. Et après, la personne doit repasser dessus. Vérifie, repasse dessus. Exactement. Et au Différent. final, là où la personne passait avant 2 heures pour faire un truc un peu pas top, maintenant, elle passera quand même encore 2 heures, mais pour un contenu beaucoup plus qualitatif. Donc, nous, on est plutôt partisans de comment faire avec le même laps de temps pour faire un truc beaucoup plus fourni, beaucoup plus quali, pour bien positionner la boîte et l'aider dans son marketing. Ouais, très clair. Et du coup, toi, tu as une activité à la fois de production, enfin conseil production avec Pilotine, mais peut-être aussi Ouais, de formation des équipes, marketing. oui. Est-ce que tu vois, des cas d'usage un peu différents selon que toi tu produis ou ce que tu transmets à tes clients? Qu'est-ce qui est en termes d'internalisation, quoi, c'est quoi la est-ce que tu vois des grosses différences typiquement d'un expert, entre un expert et quelqu'un dont c'est pas le métier, mais qui va essayer d'internaliser une partie de la compétence. Oui, alors, donc effectivement, on est organisme de formation et on fait aussi pas mal d'ateliers en lien avec ça. Alors déjà, pour être honnête avec toi, je pensais qu'en lançant notre formation IA, il y aura un boom énorme, tout le monde se lancerait dessus et tout. C'est pas le cas. C'est-à-dire que les gens se disent tous: «J'ai envie d'y aller, j'ai téléchargé ChatGPT, j'ai téléchargé Claude», mais à chaque fois que j'en parle à des collaborateurs d'entreprise qu'on forme, franchement, leur niveau d'utilisation, c'est 5%, 10% de ce que fait l'outil. Et puis, ils font des erreurs dans tous les sens et tout ça. Mais du coup, en fait, tout le monde, c'est cette fameuse courbe de Dunning-Kruger. Tout le monde a l'impression qu'en se créant un compte ChatGPT, ça y est, c'est des experts du truc. Et quand tu regardes vraiment, bah, pas du tout. Et donc, du coup, souvent, l'issue de la formation, on n'a pas un agent hyper poussé, on n'a pas tout ça. On a juste déjà mettre en place les bonnes pratiques sur ces outils, avoir commencé à créer un petit process qui va les aider sur des choses très précises, par exemple la rédaction de post LinkedIn, la création d'un post qui va être créé après automatiquement sur Canva par rapport à un modèle qu'ils ont fait, le remplissage d'un fichier Excel qui mettait à jour à la main tous les jours. Enfin, on va être vraiment sur des petites tâches, mais qui pour eux va leur faire gagner plusieurs heures par mois et du coup plusieurs centaines d'heures à l'année à la fin. Donc on est vraiment sur des tout petits quick wins, on voit sur les formations quand on est sur des formations individuelles avec des personnes. Après, quand on le fait à l'image d'une entreprise, du coup, si on veut aller sur quelque chose de plus poussé, effectivement, il faut passer par un audit, enfin, d'abord un séminaire, ensuite tu fais un audit, après tu as des formations dédiées à ça, le déploiement d'un POC, encore de la formation. Là, c'est plutôt des projets en général qui vont de 10 000 à, au final, 100 000 euros pour vraiment que ça apporte quelque chose au niveau de l'entreprise de manière globale. Sinon, les formations qu'on peut faire, là, qui coûtent entre 1 000 et 6 000 euros, bah, ça va être pour trouver plein de quick wins et faire en sorte surtout que les gens utilisent plus intelligemment ces outils et gagnent du temps sur des tâches au final là qui ne sont pas répétitives, mais plutôt pour dire: «Ah tiens, là j'ai un nouveau projet, comment je le fais?» Moi, ils vont bien s'organiser, aller aux bons endroits sur les outils, quoi. Mais au OK. final, ça reste assez bas niveau aujourd'hui, quoi. Vous faites les 2 aujourd'hui, vous accompagnez sur de la formation plutôt marketing, quick win, sur des cas d'usage très précis, sur des leviers spécifiques et des plus gros projets de déploiement IA? Ou est-ce que, ouais, est-ce que vous faites les 2 quoi? Oui, alors, on fait les 2, mais parce qu'on s'est organisé justement au niveau du groupe. Comme je disais tout à l'heure, on fait partie d'un groupe qui s'appelle SRA où il y a 330 collabs et on a recruté quelqu'un qui s'appelle, eh bien, Jean-Luc Marigny et qui en fait, ça fait 35 ans que lui, il bosse dans la data, le deep learning, le machine learning. Donc aujourd'hui, on appelle tout ça maintenant IA. Mmh. Donc en fait, ça fait 35 ans qu'il bosse, dans tous ces sujets-là et du coup, c'est via, quelqu'un qui a vraiment une expertise sur le sujet qu'on déploie les audits, la mise en place de POC et tout ça. Et au final, la majorité des cas d'usage qu'on va trouver, ça va être avec le petit N8N qui va bien, connecté avec deux, trois agents type Claude, et ça va être sur un process assez simple. On est en train de déployer aussi de plus en plus des IA internes
Donc, c'est-à-dire, on va prendre une IA open source qu'on va mettre sur un serveur, mais là, les coûts aussi sont assez importants. Mais pour des boîtes qui veulent, dont les données sont confidentielles, qui veulent être tout clean sur tous ces sujets, sécurité, RGPD, confidentialité, souveraineté et tout ça, c'est le seul moyen d'y passer. Mais là aussi, c'est des budgets importants, 10, 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100 000 euros pour déployer des IA internes. Mais au final, on voit que c'est sur ces besoins basiques que la majorité des boîtes ont besoin d'aller aujourd'hui. Et donc, c'est via Jean-Luc qu'on déploie ces audits et tout ça. Parce que du coup, moi, mes compétences sont surtout tournées sur l'entrepreneuriat, le marketing, et certes, j'ai bien poncé ces différents outils, mais là, il faut quelqu'un qui ait vraiment une compétence de gouvernement, de gouvernance en fait, du changement, d'accompagnement au changement. Parce que là, en fait, on n'est plus sur on n'est pas vraiment sur des sujets d'IA au final. On se rend compte qu'on est plus sur un sujet au final de méthode, de process, de base de connaissances avant de mettre en place quelque IA que ce soit. C'est d'abord, il faut qu'on ait un process hyper rodé, qu'on ait bien compris tout ça et que le truc soit clair. Et après, on peut mettre en place de l'IA et de l'agentique dessus, quoi. Ouais. Et puis après, de conduite du changement, où il y a tous les sujets humains Exactement. aussi, Le plus gros morceau, ça sera l'humain à chaque c'est fois. l'humain, voilà. Ouais. Le plus gros frein, c'est l'humain. Et tout à l'heure, tu parlais de coûts, qui peut être important, d'investissement, et pour le moment, pour beaucoup de boîtes, l'IA, c'est encore de la R&D au final, parce Ouais. que, il y a des vraies questions sur, ce qu'on investit en ce moment, quel est l'impact business à court terme. Toi, c'est quoi ton Mm. avis là-dessus? Est-ce que vous arrivez déjà à mesurer des impacts business, que ce soit pour Pilotine ou pour vos clients? Ou est-ce que pour le moment, in fine, tout cet investissement, il est assez difficile à mesurer en termes d'impact business? C'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile à mesurer encore aujourd'hui, parce qu'en fait, les cas d'usage les plus intéressants, ils datent d'il y a quelques mois. Donc en fait, on peut pas dire oui, ça fait 5 ans qu'on a mis ça en place et ça cartonne, on a fait augmenter la productivité de plus 30%. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que les entreprises qui s'y sont mises il y a 2 ans à fond en développant leur propre IA interne et tout ça, et ben 2 ans après, souvent, ils mettent à la poubelle parce qu'il est plus up-to-date et ils en recréent un nouveau. Par contre, je trouve quand même que toutes les entreprises qui prennent les devants le plus tôt possible, elles ont un coût, enfin, elles ont pris un risque et ce risque a eu un coût. Mais par contre, c'est quand même les entreprises qui ont toujours un coup d'avance sur les autres. Donc, c'est quand même un investissement aujourd'hui, mais qui me semble qui est important et qui me semble important à faire, même si le retour sur investissement, il est difficile à calculer. C'est quand même les boîtes qui prennent le plus d'avance sur des solutions matures, hein. Il ne faut pas commencer à recruter des ingénieurs, il ne faut pas commencer à recruter des data scientists alors qu'on est plombier à Lyon et qu'on a 4 collaborateurs. Mais du coup, plus on prend de l'avance, plus ce sera facile après de surfer sur la vague de l'augmentation de la rentabilité, de l'augmentation de la productivité, de tous ces sujets. Parce que plus on prendra tard la vague, plus on va devoir quand même rattraper toutes les années. Donc aujourd'hui, te dire un client a fait x2 avec ça, ce serait complètement te mentir. Aujourd'hui, te dire Pilotine a augmenté de 150% sa productivité, ça serait te mentir. Mais par contre, c'est plein de signaux qui sont un petit peu subjectifs qui permettent de dire que quand même les salariés ont moins de charge mentale sur les sujets qui étaient quand même assez gonflants avant, que on est plus efficace sur les tâches qui sont à forte valeur ajoutée. Du coup, on concentre notre énergie sur ce qui vaut vraiment le coup pour les clients, la strat, le conseil, l'accompagnement, et du coup, sur des choses purement techniques où on passait beaucoup de temps pour pas beaucoup de valeur ajoutée, bah, on se décharge le mental. Un autre sujet aussi intéressant à voir, et qui là, bah, je pense que c'est dans les mois et années à venir qu'on verra comment ça se passe, c'est qu'on a quand même une grosse augmentation de la charge mentale des collaborateurs qui sont à fond toute la journée là-dedans. Moi, le premier, quand j'ai passé mes 3-4 mois à poncer Claude Code, par exemple, pour à la fin faire strictement rien de rentable pour Pilotine, j'ai vu mon cerveau qui commençait à griller doucement. Le soir, je pensais à ça. Le matin, quand je me levais, je lançais mes trucs. Et au final, on est dans une course effrénée au truc qui fait que sur la charge mentale et la santé mentale des gens qui vont être à fond sur l'IA, il va y avoir un vrai, vrai gros sujet. Et donc, typiquement, si on se dit on augmente de 50% notre productivité, je pense qu'il faudra à un moment dire, mais par contre, il faut augmenter peut-être de 20% notre temps de récupération. Parce que toi qui fais du trail, moi qui fais du trail aussi et qui kiffe ça, sur un ultra trail de 180 bornes, en général, j'ai besoin d'un temps de récupération de 1 semaine après. Sur un marathon, j'ai besoin de 3 jours. Sur un ultra trail, j'ai besoin d'une semaine. Et quand je fais mes entraînements, tous les lundis, c'est récup. Même si mon corps, pendant plusieurs mois, pourrait courir tous les jours,
Si je n'ai pas ce temps de récup, je me grille et après, j'ai les genoux défoncés, j'ai plus de tendons, je suis foutu. Donc du coup, pour ça, on a besoin d'un temps de récupération. Et aujourd'hui, ça, on est en train d'effleurer un peu tout ça. Mais on voit que, par exemple, des développeurs qui sont sur des métiers aujourd'hui qui sont de plus en plus anxiogènes parce qu'ils se disent: «Waouh, mais en fait, mon métier est en train de changer, il y a l'IA partout». Et c'est pas parce qu'on met de l'IA partout qu'ils sont forcément plus productifs. C'est-à-dire plus productifs. C'est-à-dire qu'ils vont faire plus de choses, beaucoup plus qualitatives, machin, mais ils ont un cerveau qui grille aussi beaucoup plus. Et donc, du coup, il faut réussir à gérer tout ça intelligemment parce que sinon, après, on va. Enfin, voilà, en tout cas, tous les gens à qui je parle qui ont fait des mois et des mois où ils ont poncé le truc, après, soit ils arrêtent complètement en disant j'en ai eu marre, ça m'a saoulé, soit ils sont obligés de trouver un rythme différent parce que c'est très difficile à tenir. Comme je disais, on ne peut pas manager plus de 7 personnes en même temps. Donc, en manager 25 en même temps, c'est normal qu'il y ait le cerveau qui explose. Donc, il faut gérer son quotidien différemment, quoi. Je suis passé par 1 mois et demi à rêver de Claude et d'IA et puis voilà, il a fallu redescendre un petit peu, mais le trail, ça aide aussi pour sortir un peu des écrans, en l'occurrence. Et du coup, peut-être là-dessus, comment tu accompagnes tes équipes? Parce que toi, pour le coup, tu as un certain nombre de personnes qui sont impactées fortement par ces sujets dans tes équipes. Mmh. Est-ce que vous avez mis en place des choses là-dessus? Ouais. Alors, donc du coup, on a toujours été, assez vigilants à la santé mentale des collaborateurs, à l'accompagnement des collaborateurs. Donc quand il y a quelqu'un qui est en difficulté en interne, on déploie, un suivi un peu avec un coaching interne ou autre. On a fait des conférences sur le sujet, tout ça. Mais si on prend vraiment le sujet de l'IA à proprement parler. Alors déjà, nous, on a commencé il y a plusieurs années en faisant un séminaire sur le sujet. Alors voici au moins les basiques, ce que je vois, ce que je fais dans les formations qu'on donne sur l'IA. Quels sont les basiques sur, ChatGPT, Claude, machin, comment ça fonctionne vraiment? Parce qu'en fait, si on s'intéresse même pas au mode de fonctionnement, c'est compliqué d'utiliser un outil alors qu'on comprend pas comment fonctionne peut-être, l'informatique, comment fonctionne, internet, comment fonctionne tout ça. On sait pas toute cette surcouche que ça vient rajouter et du coup il faut un peu maîtriser la bête. Donc on avait fait un séminaire pour maîtriser la bête initialement. Et au début, personne ne l'utilisait. Et même, j'avais beaucoup de réfractaires. En disant, ouais, ouais, on ne sait pas trop, non, ça va décrédibiliser ce qu'on fait, tout ça. Une fois qu'on a fait ce séminaire, finalement, on a travaillé après sur quelques cas d'usage, des mini cas d'usage. Après, on s'est rendu compte pendant plusieurs mois qu'en fait, les gens avaient commencé à se les approprier, avaient testé, et c'était parti un petit peu dans tous les sens. Donc après, 6 mois après, tu refais une sorte de séminaire ou atelier en mode, voici les cas d'usage qui ont été vus, voici aussi les risques qu'on a vus un peu dans comment c'est parti un petit peu dans tous les sens pour essayer de se dire, bon, ça, c'était bien, ça, c'est moins bien. Là, attention, par exemple, en interne, on évite de l'utiliser, on veut privilégier l'humain parce que c'est cramé, machin, tout ça, et ça fait perdre du temps, et ça énerve et tout ça. Donc, on a fait un petit peu les do's et les don'ts de l'IA. Après, on est venu à créer une charte IA, parce qu'on a vu encore qu'en interne, il y avait des gens qui étaient allés à fond dedans, d'autres qui avaient été un peu plus réfractaires. Et du coup, on s'est dit, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de règles. Donc après, on commence à mettre en place des règles. Et honnêtement, là, on est en train de passer un gros cap grâce à l'accompagnement de Jean-Luc Marini du groupe SRA, puisque là, on a quelqu'un qui vient et qui nous fait prendre encore plus de recul sur tout ça. Et donc, du coup, en fait, on a des sessions qu'on appelle des all hands. Donc, c'est pendant 1 heure. Tout le monde pose ses questions. Il y a Jean-Luc qui est là pour vis-à-vis de son expérience qu'il a eue sur plein de boîtes dans le domaine du déploiement d'IA, de deep learning, d'agentique et tout ça, qui nous apporte un gros recul. Et maintenant, en fait, c'est chaque pôle va travailler avec Jean-Luc pour déployer des cas concrets. Et on voit que dans la majorité des cas, c'est la base, c'est déjà dire où sont nos données? C'est quoi notre base de connaissances? Donc, on travaille sur la base de connaissances, on travaille sur la méthodologie, on travaille sur l'humain, et après, on met en place de l'IA. Et dans beaucoup de cas, rien que la base va permettre de se passer d'agentique. Et juste dire, si j'ai déjà la bonne base de données, le bon process et machin, je suis déjà beaucoup plus efficace dans mon quotidien, j'ai beaucoup moins de charge mentale, c'est plus facile de filer le dossier à l'un ou à l'autre. Mais tout ça pour dire que j'ai remarqué que moi, en tant que dirigeant, quand j'amenais le sujet en disant « Ouais, mais vas-y, c'est facile, viens, on va faire ci, ça, hop, hop, hop », personne ne suit. Parce que l'avis d'un dirigeant, il est toujours biaisé sur vas-y, je veux que ça soit plus rapide, moins cher, moins machin, tout ça. Et au final, c'est difficile d'embarquer les équipes quand ça vient du dirigeant. Donc, c'est beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace quand ça vient, du coup, de quelqu'un qui est là pour accompagner. Ce fameux consultant externe, ce fameux formateur, ce fameux auditeur, que sais-je, qui va venir accompagner au changement. Et donc, aujourd'hui, on a nos différents pôles qui travaillent avec Jean-Luc pour mieux déployer.
Et au final, c'est vachement mieux parce que ça repart finalement plus de l'humain que de la techno. C'est pas dire, ah tiens, j'ai découvert un outil, allez, c'est bon, on le déploie. C'est plutôt dire, on regarde les besoins de l'équipe, on regarde les besoins surtout des clients et on essaye d'ajuster nos process par rapport aux besoins des clients et aux besoins humains qu'on a en interne. Et du coup, de le faire de cette manière-là, là, c'est beaucoup plus puissant parce que ça embarque tout le monde. Les gens sont proactifs sur le sujet, alors que quand ça vient de la direction, les gens ont peur, les gens mettent les freins plutôt, et du coup, c'est hyper intéressant. Alors Parce que pourtant, je je trouve vois ça le dirigeant, il a tendance souvent à être très enthousiaste et donc à vouloir dire exactement. bon, bah, il faut y aller, on y va, utiliser l'IA, utiliser l'IA. Mais ce que Mmh, tu dis, toi, in fine, c'est qu'il y a un enjeu de dynamique collective aussi, de comment on accompagne en tout cas les collaborateurs à l'utiliser au bon endroit, comment on pose les bases, comment on leur donne les clés et comment on suit ça dans le temps. mmh. Euh, Pas juste on met l'impulsion, quoi, pas la première impulsion, quoi. Le coup de pied dans Alors, la porte, OK. Bah, très clair en tout cas, Julien, sur tout ça. Et du coup, toi, sur un modèle d'agence, peut-être aussi un peu pour aller au bout de la démarche. Moi, j'ai vu beaucoup de passés de poste il y a 2-3 ans où on disait voilà, le SaaS, ça a été, c'est un peu la fin de l'âge d'or du SaaS. mmh, C'est l'âge d'or des agences productisées à l'IA, etc. mmh, 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 mmh. Quoi ton avis sur le modèle d'agence avec l'IA maintenant? Enfin, c'est quoi ton avis? En tout cas, Ouais, ouais, ouais. comment tu vois évoluer le modèle d'agence avec l'IA Alors, donc c'est vrai qu'on a beaucoup, entendu parler de la SaaSpocalypse, donc l'apocalypse des SaaS, donc tous ces outils, en ligne. Un peu on s'est dit: «Bah, voilà, avec Claude, finalement, je leur code en 2-2». Sauf qu'il y a quand même une grosse différence entre, je vais caricaturer, mais l'indépendant tout seul dans son coin, qui est prêt à se développer son propre outil parce qu'il le fait à sa sauce et puis c'est pour lui et puis il s'en fout. Donc typiquement, moi, ce que j'avais fait pour faire mes super tests où j'étais tout seul et en gros, j'étais redevable de personne parce que personne n'allait utiliser mon outil à part moi. Donc là, moi, je suis tout content de mon petit outil que je crée. Je dis: «Ah, ça a l'air génial». Mais je vois qu'il y a tellement une énorme différence après quand il faut finalement embarquer les autres, quand les autres viennent avec leurs besoins et tout ça, que au final, il y a eu un impact boursier pour ces fameux SaaS parce que tout le monde a pris peur, mais on était plutôt sur une peur qu'un réel impact. Parce que, en fait, je sais pas, un SaaS comme HubSpot, au final, ça reste la clé quand on veut avoir une base de données bien structurée, quand on veut pouvoir faire ses relances, quand on veut pouvoir demain envoyer ses emails, quand on veut profiter de l'ensemble des connexions qui sont déjà pensées, tout ça. Enfin, si ça fait des années et des années qu'ils bossent sur le produit, mais comme pour toi aussi, chez toi, hein, ça fait longtemps que vous travaillez sur le produit, donc forcément, vous l'avez poncé, vous avez pensé à plein de cas d'usage, vous avez pensé à pas mal de choses. Donc cette solidité-là, elle est difficile à reproduire en quelques prompts, sauf si voilà, je suis indépendant et puis que j'en attends pas beaucoup et puis hop, hop, j'y vais. Et la majorité des posts qu'on voit sur les sujets sur l'IA, ce sont des gens qui sont indépendants, qui sont souvent en remote en Thaïlande et qui aiment bien monter des business en ligne. Et du coup, eux, ça fonctionne pour eux. Mais pour la PME, l'ETI industrielle lyonnaise ou parisienne ou le grand groupe, laisse tomber, c'est mort parce que la sécurité, c'est pas ouf. Ça a été codé vite fait et au lieu d'avoir un code clean, en fait, l'IA, elle a rajouté 150 000 lignes pour un truc qu'on pouvait le faire en 20 lignes. Bon, j'abuse un peu, bien sûr, hein, au lieu de 20 lignes, elle en a fait 200. Mais du coup, ça rajoute une surcouche qui fait que c'est compliqué à maintenir. C'est compliqué en termes de sécu. C'est compliqué à faire évoluer. Parce qu'après, si enfin, l'IA, elle peut commencer à rajouter des trucs, mais si on a créé une nouvelle conversation, on ne l'a pas fait dans le fil de la conversation, la nouvelle conversation va venir réinventer des trucs, va venir rajouter des surcouches. Et donc, à la fin, en fait, on s'en sort pas. C'est la course à l'échalote. Donc, pour faire des prototypes, pour faire des POC, pour tester, pour itérer, pour machin, super. Mais le jour où on veut un outil pérenne qui va durer sur les 10 prochaines années, laisse tomber, il faut repasser par un dev qui va te refaire sa propre, sinon tu t'en sors jamais. Par exemple, je suppose qu'aujourd'hui, sur le code qui est fait sur Java, il y a pas mal de choses qui viennent à la base avec un input de l'IA en disant tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et peut-être que pour le tester, vous allez le tester en disant allez, cette brique-là, on va la tester avec du Claude Code. Ben, comment si vous dites bon, maintenant on l'a testé, ça a marché sur 3-4 personnes et là on veut faire un truc solide aux petits oignons qui va faire qu'on va pouvoir embarquer demain 100 000 clients, ça serait peut-être un peu de risqué de le faire sur le petit test que vous avez fait. Donc là, on va le recoder tout proprement et faire un truc vraiment béton, quoi. Ou alors, on va avoir un génie de l'IA et un génie du dev, mais ça va être l'IA utilisée par un dev. Mais moi, Julien Doromo, qui suis un expert de la vente et du marketing, si je commence à te recoder Java, laisse tomber, ça aura l'air propre pendant quelques jours et puis après, ça va de partir en toute cacahuète. Je vais perdre les données et puis c'est terminé, quoi.
Alors, moi, ce que je vois, c'est que je me mets à développer des protos, des MVP Mhm. parce que ça me permet de mettre en forme mes idées, de les donner à mes équipes produits qui vont faire un MVP un peu plus abouti et qu'il faudra raffiner de nouveau, voilà, Mhm. etc. Mais ouais, effectivement, c'est un peu ce que tu décris là. Et du coup, sur le modèle d'agence en lui-même, tu vois, tu vois un impact dans l'organisation, j'imagine, dans Carrément. même les coûts IA. Enfin, Ouais. c'est quoi les Alors impacts? déjà tu as un premier sujet qui est le contexte économique actuel. On voit qu'économiquement, actuellement, tu as quand même pas mal de boîtes qui sont un peu dans le mal. Et du coup, ces boîtes dans le mal, déjà, elles se disent, bah, déjà, chaud d'investir. Mais chaud d'investir sur tout et n'importe quoi. Donc, on va dire, notre modèle d'agence est déjà de base impacté par un modèle économique où tout le monde est attentiste. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est que plus tu es attentiste, moins tu fais de choses. Et plus tu te fais griller et plus tu t'enterres au final. Donc, heureusement qu'il y en a, que tout le monde n'est pas attentiste et qu'il y en a qui disent, bon, c'est justement le moment de se différencier parce que pendant que les autres ils attendent, moi je prends de l'avance. Donc, on voit qu'il y a quand même plus d'attentisme de manière globale. Ensuite, pour ceux qui se disent, je suis attentiste et en plus de ça, j'ai pas envie de mettre un gros budget, bah, pour l'instant, ils se disent, bon, bah voilà, je vais pas commencer un nouveau projet, donc je vais le faire avec l'IA. Donc, l'IA, l'impact de l'IA dans mon secteur d'activité fait que ça crée encore plus d'attentisme. Parce que les gens, ils se disent pendant quelques mois, années, ah vas-y, je vais quand même faire un truc avec l'IA. Sauf que, honnêtement, on voit ce qui est fait. C'est tellement cracra, c'est tellement cramé, c'est tellement pas top qu'en fait, ils font que perdre des points, perdre des points. Donc en fait, c'est juste à quel moment ils vont se réveiller et ils vont venir voir après des experts du milieu de la communication, du marketing, de la vente, qui vont les aider à vraiment propulser leur boîte, se différencier de la concurrence. Parce qu'au final, je rencontre plein de petits génies de l'IA qui ont 150 idées de proto à la seconde, qui me les envoient, ils me disent sur LinkedIn, tiens, j'ai monté un truc, vas-y, teste ça, tout ça, et qui font 0 € de chiffre d'affaires à la fin. Mais c'est juste qu'ils font 150 projets. Alors c'est génial, hein, il y a 150 projets qui sortent, mais il n'y a rien qui vend. Donc en fait, on est dans un momentum où beaucoup de gens ont l'impression qu'ils vont faire, et en fait, ils font plein de trucs, mais ça ne marche pas du tout. Donc en fait, c'est juste que du coup, ça repousse un peu le moment où les gens vont se dire, bon, voilà, j'ai fait Mumus pendant un an, ça a servi strictement à rien, maintenant on va refaire les choses proprement. Donc on est impacté par ça aussi, mais qui est plutôt une déclinaison du contexte économique lié à l'arrivée de l'IA où les gens pensent faire des trucs, et finalement ils vont se rendre compte que c'est vachement mieux si c'est fait proprement. Et il y a quand même une mutation de nos métiers, parce qu'on voit qu'il y a certains métiers, enfin, une mutation d'une partie des métiers. On voit qu'il y a une partie du taf qui peut être fait de manière plus rapide, plus efficace. Et donc, nous, on travaille aujourd'hui à orienter correctement la valeur qui va être perçue par le client et la valeur réellement apportée au client aussi. Typiquement sur peut-être de la résolution de tickets, de la résolution de bugs, du support client, du dev, des trucs comme ça. Si c'est quelque chose qu'on a déjà fait 100 000 fois auparavant, bah là, effectivement, autant l'automatiser le plus possible. Et parfois, il n'y a pas d'IA, hein, c'est juste d'automatiser. Le bon script qui va bien, qui est fait par un humain ultra compétent, va nous permettre d'être beaucoup plus efficace, qu'un vieil agent IA qui va réinventer un nouveau truc à chaque fois et qui va nous faire n'importe quoi. Donc, ça nous aide à être plus productifs sur des aspects techniques et ça nous pousse juste à plus réfléchir, à apporter beaucoup plus de valeur. Donc, typiquement, nous, un développeur va aller de plus en plus sur un rôle, il sera plus développeur-développeur, il sera genre product architecte. Il va peut-être même avoir de plus en plus de connaissances sur un secteur en particulier. On va peut-être avoir des devs qui sont experts sur le domaine de l'industrie, d'autres devs experts sur le domaine de l'immobilier, d'autres devs experts sur et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de vivre un peu cette mutation. Parce que derrière, vaut mieux un dev. Parce qu'avant, c'était un dev, il disait qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous voulez ça? Ok, je vous le code. Donc maintenant, on a besoin de personnes qui vont avoir une expertise, apporter du conseil, qui vont dire ah ouais, mais attends, plutôt que de le coder comme ci, comme ça, dans votre secteur, je pense qu'il y a tel outil déjà qui existe, on va l'implémenter, bam, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et d'être plus orienté sur du conseil. Donc, au final, grâce à l'IA, on va faire beaucoup plus d'humains. Et du coup, coup de bol pour Pilotine, c'était déjà notre positionnement. Nous, c'était, alors tout le monde dit qu'il fait de l'humain, mais nous, on était vraiment sur la co-construction. On était là pas juste pour répondre à des cahiers des charges. Parce que ça, effectivement, répondre à un cahier des charges, des fois, on l'envoie dans Claude, il nous sort un truc qui n'est pas ouf, mais au moins, ça répond à ce que j'ai demandé à la base. C'est un prompt, quoi. Là où nous, on était vraiment sur, on réfléchit avec vous, on s'insère dans votre domaine d'activité, on s'insère dans votre secteur, on va creuser les éléments, on va regarder la concurrence, comment se différencier, on va faire une image de marque qui claque par rapport aux autres, on va développer les fonctionnalités qui vous différencient.
Donc, on avait cette chance d'être déjà très orienté sur le conseil, les ateliers, la co-construction. Mais du coup, maintenant, c'est d'embarquer l'ensemble de l'équipe pour qu'ils puissent monter là-dessus. Donc, ouais, on passe plus de faiseur à concepteur. Et c'est ça qui est hyper enrichissant. Mais c'est comme ça qu'il faut le prendre, hein, parce que sinon, je connais des gens qui sont dans le dev qui disent « Oh là là, l'IA me pique mon boulot ». Mais c'est en le voyant comme ça, oui, c'est sûr, l'IA va piquer ton taf si tu considères que ton taf, c'était que de répondre à des prompts. Mais Mmh. si tu considères que ton taf, il est vraiment de creuser le sujet, de réfléchir et de dire comment je défonce tout en co-construisant avec mon client, et ben là, au final, l'IA, elle nous aide à aller là-dedans parce qu'elle nous décharge une partie du taf qui était chiante pour aller sur la partie à très forte valeur ajoutée, quoi. Et ça devrait être, super enthousiasmant, en tout cas pour beaucoup de monde, de sortir de, voilà, de Mmh, ce qui était mmh, mmh. une partie très chiante en Bah, l'occurrence. en tout OK. cas, moi, ce que j'adorais, c'est que tout le monde le voit de manière très enthousiaste, tout en mettant les limites qui vont bien. Parce que c'est vrai que si on est extrêmement enthousiaste, comme beaucoup de dirigeants, on fait n'importe quoi en termes de sécu, de RGPD, de confidentialité, de tout ça, tout ça. Donc, c'est bien aussi de mettre les petites limites, mais il vaut mieux le voir comme une belle opportunité. Après, de creuser correctement cette opportunité, mais il faut le voir comme une opportunité, quoi. OK. Bon, bah, très clair. Merci Julien. En tout cas, on arrive, je pense, sur la fin des sujets que je voulais aborder avec toi et peut-être que tu veux rajouter quelque chose sur tous ces sujets, un point qu'on n'a pas abordé ensemble et qui Un est point qu'on n'a pas abordé ensemble, ouais, moi j'aime bien l'image, j'en parle souvent avec des potes dirigeants de l'image de la ruée vers l'or. Je ne sais pas si tu connais, est-ce que tu sais qui ont été les plus riches, ceux qui ont gagné le plus de thunes pendant la ruée vers l'or? souvent on dit que c'est les vendeurs de pelles, mais Ouais, les vendeurs de pioches et de pelles, exactement. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui passent énormément de temps à piocher sur l'IA en disant: «Vas-y, je vais développer mes trucs tout seul, vas-y, je vais redévelopper Jova parce que bon, pas envie de payer Jova, du coup, je vais me le faire tout seul dans mon coin». Et au final, bah, les gagnants, c'est, Anthropic, c'est ChatGPT, c'est OpenAI, c'est tout ça, c'est eux là, les vendeurs de pelles et de pioches. Et donc il y a beaucoup de gens qui creusent, qui creusent, qui creusent. Et du coup, je pense que c'est important que les entrepreneurs et les entreprises qui sont pas de base dans des métiers d'ingénierie, de technique, voilà, qui sont un peu plus éloignés de l'IA, qu'elles puissent comprendre que, bah, parfois, il vaut mieux se faire accompagner par les bonnes personnes qui vont leur faire gagner énormément de temps, plutôt que de eux se lancer, corps et âme dans de l'IA, alors que c'est pas ça qui va leur apporter le plus de valeur ajoutée. Donc c'est de regarder vraiment les quick wins, de se faire accompagner, de se faire former, parce qu'il y en a, voilà, comme je t'ai dit, ils passent déjà beaucoup de temps dessus, mais pour faire des trucs vraiment pas ouf, alors qu'avec le petit accompagnement qui irait bien, ils pourraient vraiment un peu plus exceller sur certaines tâches à forte valeur ajoutée. Donc, voilà, ne soyez pas le chercheur d'heures qui pioche toute la journée. Essayez d'être le vendeur de pioches. Ça, c'est plus et intéressant. faites-vous accompagner pour savoir où creuser, en tout cas. C'est Ou surtout faites-vous accompagner pour savoir où creuser, où il y a le bon filon, parce que sinon, on peut creuser toute sa vie, hein, et on ne trouvera pas le filon. la planète est très grande. OK, bah, merci Julien pour ce mot de la fin. C'était un plaisir en tout cas de parler de tout ça avec toi, et puis, on verra, on se redonne rendez-vous dans 6 mois, à voir s'il y a des choses qui ont bougé. Il y aura pas mal de changements, notamment au niveau du coût de l'IA. Parce que là, Anthropic commence à l'annoncer, les autres aussi. En fait, ils se rendent compte que nos abonnements cloud à 20 €, 90 ou 200, en vrai, ça leur coûte 2 000 € par mois. Donc, une fois qu'on aura tous fait correctement Mumuse et une fois que toutes ces boîtes se diront, bon, bah, on peut plus se permettre de perdre de l'argent, parce que l'argent n'est pas gratuit, et qu'on va finalement payer 2 000 € pour faire ce qu'on faisait avec 200 € aujourd'hui, On va mieux bah, là, choisir notre usage. on va mieux choisir notre et c'est pas plus mal. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils font les cochons quand même avec ça, hein. Ils font tellement tout et n'importe quoi que demain, eh ben, on sera obligé de trouver les tâches à plus forte valeur ajoutée. Et du coup, c'est là où, dans mon secteur d'activité, comme dans le tien, bah, vu que nous, on aura un petit coup d'avance, on sera en capacité de mettre en place les trucs qui vont bien et qui coûteront pas trop cher. Et du coup, c'est pour ça que bah, nous, voilà, on a besoin de muter, on a besoin de comprendre tout ça. Donc, il y a un peu de déperdition initialement. On n'économise pas trop d'énergie au début et c'est pour ça que les cerveaux, ils fument un peu pour après faire les choses vraiment correctement. Parce que très prochainement, les trucs qui coûtaient 200 € aujourd'hui coûteront 2 000 € et du coup, ça va calmer un petit peu les ardeurs de certains, quoi. Donc ça, il faut Voilà. l'anticiper aussi. Il y a la bulle, elle est là, elle est devant nous et du coup, il faut l'anticiper. Tout le monde le sait, mais voilà, on On se le l'attend. cache. Voilà. OK. Bon, bah, merci Julien, je te propose de mettre fin au live, hop, 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 si je Ciao. bon, allez à plus.